Bonjour, je suis Flaubert et vous êtes sur 13e mois. 13e mois, c'est le podcast qui vient comme une prime exceptionnelle en complément de votre quotidien RH. Tous les 15 jours, j'invite à mon micro un acteur du monde des ressources humaines, qu'il soit DRH, HRBP, qu'il travaille dans les relations sociales ou le recrutement, qu'il ait 30 ans d'expérience ou seulement quelques années, ils ont tous des choses à raconter de leur quotidien et de leur vécu. J'échange donc en toute sincérité autour de leurs expériences et des solutions qu'ils ont mises en place. Et je partage aussi avec vous mes conseils pratiques et mon décryptage de l'actualité RH. Aujourd'hui, je sors un peu des sentiers battus RH, juste un peu. Mais rassurez-vous, on va bien évidemment continuer de parler ressources humaines. Et oui, aujourd'hui, j'échange avec une personne qui n'a pas un parcours dans les RH, mais qui a toujours travaillé avec les RH. Cette personne, elle s'appelle Gaëlle Monteiller. Elle a un parcours scolaire hors du commun et elle a dirigé des gros business comme par exemple l'usine Peugeot de Poissy qui comptait 7000 collaborateurs. Dans notre échange, on va parler de sa place de femme dans des environnements très masculins et de sa rencontre avec la CGT de la mine de Gardanne, puisque Gaëlle est la dernière ingénieure des mines à avoir dirigé une mine. Vous verrez, j'aime beaucoup la vision que Gaëlle a du métier de DRH. Gaëlle nous explique aussi comment, pour elle, un dirigeant doit magnifier le rôle du DRH et on en arrive même à parler d'or. On se livre à un exercice tous les deux, celui de chercher ce qui pourrait remplacer le trop connoté terme de ressources quand on parle de ressources humaines. J'aime d'ailleurs beaucoup une de ces propositions. On aborde également le management par l'enthousiasme, l'engagement collaborateur et on a même réussi à parler foot. Allez, je vous laisse écouter cet épisode passionnant. Bonjour Gaëlle. Bonjour Flaubert. Bienvenue sur 13e mois. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par votre bio pour que nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent un peu mieux. Et les premiers mots que je vais prononcer vont tout de suite vous positionner, Gaëlle. Vous commencez par faire Polytechnique et comme ça ne suffisait pas, vous décidez juste après d'enchaîner par les mines. Vos premières armes professionnelles, vous les faites chez Lafarge comme directrice des affaires publiques et de l'environnement du groupe, puis comme directrice béton sur la vallée de Seine. Vous devenez ensuite directrice générale Lafarge Béton pour le nord de la France. D'ailleurs, vous m'avez dit lorsqu'on a préparé ce podcast que Lafarge était une des premières entreprises à avoir donné du travail aux femmes et c'est aussi une société qui a inventé la sécurité sociale avant l'heure. J'ai appris des choses grâce à vous. Ensuite, vous entrez chez Peugeot, vous prenez la direction du centre de production de Poissy qui compte 7000 salariés et produit à l'époque, on est en 2012, 400 000 voitures par an. Retour aux sources en 2014, vous revenez chez Lafarge, devenu Lafarge Holcim, comme senior stratégie manager. En 2016, vous devenez directrice associée chez Valtus qui est le leader européen du management de transition. Mais comme vous avez des fourmis dans les jambes, vous cofondez Todd en 2017. Todd, c'est une solution digitale qui met en lumière les valeurs et les leviers humains des organisations dès le recrutement et tout au long des parcours professionnels, mais je vous donnerai tout à l'heure la parole pour nous en dire un peu plus. Et vous êtes aussi co-auteur du livre Happy Management, un livre dont la baseline est « Oser manager par l'enthousiasme ». C'est un peu un guide anti-management traditionnel, très intéressant. Voilà pour cette bio, Gaëlle. Ma première question, après ce riche parcours, parce que vous avez vraiment un parcours riche et très intéressant, ma première question, elle est que de pure forme. Mais quand j'ai regardé votre profil LinkedIn, vos postes sont indiqués sur des postes de directeur et non pas des postes de directrice. Est-ce que c'est volontaire ou absolument pas ? Alors, c'est volontaire, mais ça ne me gêne absolument pas d'être appelée directrice ou directeur, mais parce que, et c'est ce qui fait toute la continuité dans mon parcours, moi, ce qui m'intéresse, c'est les relations humaines et c'est l'homme au cœur des organisations et de l'entreprise. Et pour moi, la femme est un homme comme les autres. C'est l'homme avec un grand H, c'est les valeurs humaines qui m'animent. Voilà. Et effectivement, comme vous l'avez également souligné, j'ai beaucoup travaillé dans des univers extrêmement masculins. Et le fait d'être désignée et d'être positionnée parce que j'étais une femme, ça m'a agacée. Voilà. Et donc pour moi, être une femme ou être un homme, la place est la même dans l'entreprise.
D'accord, donc c'est ok. Voilà. Au moins c'est une prise de parole nette, claire et précise. Donc tout ça a un sens. Alors derrière ma question, il y a celle de la place de la femme dans les environnements très masculins. Et c'est vrai, vous venez de le dire, votre parcours est fait d'entreprises qu'on imagine très masculines. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'on gère différemment un site automobile de 7000 personnes quand on est une femme? Les relations avec les organisations syndicales, est-ce que ça change les choses ou pas? Alors, ce qui change les choses, alors c'est vrai que c'est des caractéristiques qu'on attribue plutôt aux femmes, mais je pense que dans chaque homme ou femme, il y a des dimensions féminines et des dimensions masculines. Et effectivement, le management plus féminin pourrait être un management qui s'intéresse beaucoup plus aux gens, comme une mère s'intéresse à ses enfants pour les faire grandir. Donc effectivement, on peut dire que j'ai pas managé comme tous les hommes, mais aussi comme toutes les femmes qui ont des managements traditionnels. Sur l'aspect relation au syndicat, la seule fois où ça a été extrêmement utile, alors c'est même avant, comme vous avez dit, j'avais fait mes premières armes chez Lafarge. Avant, j'ai quand même passé presque 10 ans dans l'administration, dans des postes de management au service de l'État, puisque c'était dans la continuité de mes études. Et mon premier poste, j'ai été le dernier ingénieur des mines à avoir vraiment contrôlé une mine. La mine de Gardanne, où je descendais à 1000 mètres sous terre. Gardanne, près de Marseille. Près de Marseille, tout à fait. Mine de charbon. Et dans le code minier, l'ingénieur des mines a un vrai rôle, et notamment un rôle de partenariat, de formation avec les délégués mineurs, qui sont les délégués, comme les délégués souvent CGT. Voilà. Et c'était des gros bras, les gueules noires. Et c'est vrai que mon adjoint m'avait prévenu la première fois que je les ai rencontrés. J'avais 22 ans, arriver des grosses armoires à glace, c'était très impressionnant, mais je pense qu'ils étaient aussi impressionnés que moi je pouvais l'être par le fait d'une jeune femme en plus enceinte, et donc un énorme respect et du coup une attitude beaucoup plus posée, et ça permettait d'avoir des dialogues sur le fond, des dialogues humains, et qui permettaient de faire progresser un certain nombre de choses. Donc oui, ça peut aider, mais c'est plus l'approche humaine positive qui fait ressortir et qui cherche avant tout à faire avancer les choses et pas à se positionner avec beaucoup de testostérone, je suis le chef. Je pense que ça, oui, ça c'est une aide et c'est une différence. D'accord, merci pour cette anecdote. On vous imagine là, avec les cégétistes enceintes. Oui, ça doit être un moment, mais je pense que ça vous a aussi beaucoup appris dans la relation à l'autre, dans la gestion d'équipe. Complètement. Et effectivement, donc vous voyez que dès le départ, et j'ai pas choisi les univers masculins parce que c'était des univers masculins. J'ai choisi tous les univers dans lesquels je suis allée parce que c'était des univers profondément attachants. Et le secteur de la mine, le secteur des matériaux de construction, c'est très attaché à l'humanité. Et il y a vraiment des relations interpersonnelles dans le travail qui sont extrêmement fortes. Et effectivement, je pense que c'est ce qui a fait le fil directeur de tout mon parcours professionnel. Très bien. Juste avant de rentrer plus sur la partie RH, puisque 13e mois est un podcast RH, j'avais encore une question sur votre parcours. Quelles sont les raisons, s'il y en a, qui ont fait que vous avez fait et Polytechnique et les mines, enchaîner les deux? Déjà, bravo, parce que quel beau parcours, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait quelque chose de spécial? Ça, j'allais dire que c'est l'organisation de la formation, entre guillemets, des élites administratives françaises, et qui fait que, en fait, j'ai pas fait l'école polytechnique, puis l'école des mines, j'ai fait l'école polytechnique, puis le corps des mines, c'est-à-dire le corps de service de l'État. Donc voilà, c'est un engagement pour servir l'État, et effectivement, cet engagement-là se fait à l'école des mines, avec une formation à l'école des mines. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur des mines, voilà, mais c'est plus dans la continuité d'un engagement au service de l'État à la sortie de Polytechnique. Vous avez en plus donc servi l'État, on va dire. Voilà, j'ai servi l'État. Eh bien, bravo à vous. Alors, votre parcours, je l'ai dit, on l'a vu, est fait de postes opérationnels dans lesquels vous avez managé des équipes. Et à ce titre-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est votre vision du métier des ressources humaines, vous qui avez mené et managé ces équipes. Comment vous voyez le métier de DRH? Alors, j'allais dire d'abord, avant de parler du métier de DRH, j'allais dire de la fonction ressources humaines. Et je pense que le premier DRH de l'entreprise, c'est le manager. Et que le rôle du manager, c'est véritablement non pas de donner des ordres, de savoir, d'imposer, de sanctionner, mais effectivement d'aller chercher
ce potentiel humain et de faire grandir ses équipes. Et c'est peut-être là, pour rejoindre une des premières questions, la différence entre un management masculin et un management féminin dans la façon dont je vois les choses. Mais un homme est tout à fait capable d'avoir ce management qu'on pourrait qualifier de féminin. Cette sensibilité plus féminine. Voilà, exactement. Et pour moi, le rôle du DRH, ce serait vraiment celui-là, de valoriser le capital humain, d'être en charge, comme le directeur financier, on explique qu'il valorise la performance financière, mais le premier capital de l'entreprise, c'est pour ça que le rôle du DRH est essentiel. Le premier capital de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent. Et pour moi, le rôle et le métier du DRH, et après, bien sûr, ça se décline en recrutement parce qu'il faut acquérir ce capital humain, en développement parce qu'il faut le faire fructifier, en assessment parce que, justement, il faut bien voir à quel moment on est pour progresser, il faut mesurer. Donc, tout ensuite peut se décliner. Mais pour moi, le rôle essentiel du DRH, c'est de faire en sorte de valoriser au maximum ce capital humain. Très intéressant. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de grands sujets ou projets ou de choses qui vous ont marqué, que vous avez travaillé dans votre parcours professionnel avec les ressources humaines, des choses concrètes? Quand j'ai quitté le dernier poste, j'allais dire presque, pas tout à fait le dernier, mais un des derniers postes très traditionnels, c'est-à-dire la direction de l'usine automobile de PSA, et je leur ai dit, mais un directeur d'usine ne fait que des RH. Donc le projet RH, c'est quoi? C'est constituer les équipes, c'est soutenir les équipes, c'est y compris sur des sujets extrêmement opérationnels. La sécurité, il y avait un problème sur la sécurité dans l'usine que je dirigeais. Le taux d'accident était plus élevé qu'ailleurs. Mais quand on regardait l'origine des accidents, c'était des accidents qui étaient pratiquement à 90% avec des origines comportementales et managériales. Donc l'idée, c'était d'aller faire prendre conscience de l'importance de la sécurité et du rôle que chacun a vis-à-vis de ses collègues, vis-à-vis de l'équipe. Donc ça, on peut dire que c'est un projet RH. Alors après, bien sûr, j'ai été sur des projets, j'allais dire, plus à visée RH plus traditionnelle, parce qu'il se trouve que quand je dirigeais Poissy, c'était au moment où il y avait le grand plan de restructuration de PSA en Europe, avec la fermeture de l'usine d'Aulnay, où l'usine de Poissy devait récupérer des gens. Donc il y avait une gestion d'équipe de production extrêmement, fallait être agile, mais extrêmement exigeante. Et voilà, donc là, oui, effectivement, beaucoup de projets RH. Mais les projets RH qui me sont dont je suis le plus fière et qui me paraissent être au cœur des problématiques actuelles, c'est comment on fait pour aller chercher ces dynamiques collectives, comment on embarque pour aller plus loin et pour justement dépasser des objectifs standards qui auraient été assignés à une équipe, à une personne. Voilà, par exemple, typiquement des exemples un peu amusant. Souvent, dans les politiques RH, on vous fixe, vous avez un salaire de base et vous avez des bonus. Et on vous explique que si vous faites 80% de vos objectifs, vous aurez 30% du bonus. Mais moi, j'ai expliqué à mes équipes, non mais arrêtez. C'est pas 80% qu'il faut faire. Si vous avez des objectifs, c'est 100%, voire plus. Mais 80%, ça a aucun sens. Et je leur expliquais, alors j'ai toujours des comparaisons extrêmement basiques, mais qui parlent beaucoup, notamment aux hommes. J'ai expliqué donc à un de mes directeurs d'usine qui me dit, tu vois, je suis arrivé à 80% de mes objectifs. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu as déjà essayé de revenir avec 80% des courses que ta femme t'a demandé? Et tu vas voir le résultat. Il a éclaté de rire, il me dit, oui, je comprends. Je dis, voilà, tu vas aller chercher les 20% supplémentaires. Parce que sinon le gâteau, on peut pas le faire. Donc, très bonne image. C'est vraiment, et c'est vraiment ça pour moi. Le rôle du manager et le rôle RH, c'est d'aller chercher et puis d'aller le plus haut possible avec ce que les gens ont. Alors, comme ce podcast est à destination de tout le monde, mais plus spécifiquement d'une communauté RH, on peut y voir quand même, on va dire, un espoir, c'est-à-dire que un DRH, et j'en connais, est sur une bonne voie pour prendre une direction opérationnelle d'un site, puisque la grosse partie du job d'un CEO et RH, c'est quelque chose qui vous semble tout à fait faisable? Complètement, ça va dans les deux sens. On a beaucoup de DRH d'entreprises, notamment industrielles, qui viennent de l'opérationnel, mais je ne vois pas pourquoi. Alors ça dépend après, après on arrivera sur Todd, ça dépend ce qu'il a envie de faire. La personne, elle sera excellente dans un poste si ça lui parle, si elle a envie. Diriger une usine, il faut quand même être motivé par le fait que les voitures sortent. Il faut quand même s'enthousiasmer sur le fait que l'usine automobile, vous recevez des bobines d'acier et à la fin, vous tournez une clé et la voiture roule. Mmh.
Et justement, votre rôle, c'est de faire en sorte qu'entre ces deux étapes, tous les gens soient complètement dans leur poste pour permettre à chacun de faire son travail et qu'à la fin, collectivement, ils sortent quelque chose. Et si ça vous parle pas, non, c'est pas la peine. Mais c'est pas parce que vous avez été RH que vous pouvez pas être directeur d'usine. Mais en revanche, si vous n'avez pas cette motivation sur l'aspect industriel, non, vous pourriez être directeur d'usine, mais vous allez être directeur d'usine comme quelqu'un qui suit un process. On lui dit à telle heure vous faites ci, à telle heure ça. Il va le faire correctement, mais il le fera pas. Il dépassera pas des objectifs standards et du coup, il n'obtiendra pas l'engagement de ses équipes. Il n'atteindra pas les 100%, lui, pour le coup. Il n'atteindra pas les 100%. Voilà. Quand on a préparé ce podcast, il y a une expression que vous avez employée et que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est le terme de magnifier le travail des ressources humaines. Alors moi, j'aime beaucoup cette expression. J'essaie de le faire au quotidien, trouver des pépites qui vont intégrer des équipes RH, accompagner les managers RH, développer leur leadership en les coachant. Qu'est-ce que vous entendez, vous, par ces mots, magnifier le travail des ressources humaines ? C'est de reconnaître le vrai rôle des ressources humaines. Et le vrai rôle, c'est véritablement de transformer toutes ces pépites en or. On donne les clés le RH doit donner les clés à l'entreprise pour permettre à chacun des hommes et des femmes de se réaliser, d'apporter, d'être heureux et de rentrer chez lui avec la conviction profonde qu'il a contribué à construire une cathédrale. Et lui permettre d'être fier vis-à-vis de ses enfants, de sa femme, de son conjoint, de dire voilà, moi je participe à ça, et qu'il en soit fier. Et aujourd'hui, ce qui manque, et alors la crise du Covid a complètement exacerbé ça, les gens ont besoin de sens. Ils ont besoin d'un salaire, mais quand on regarde, le salaire, ça suffit pas. On n'est pas là pour venir chercher sa paye et de repartir. On est là pour moi, l'entreprise, c'est vraiment ça. Pour ça, je dis magnifier le rôle des RH, rappeler, le DRH doit être là pour rappeler que l'entreprise, c'est pas une machine à gagner de l'argent. C'est une entreprise, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui, ensemble, trouvent un sens collectif à faire quelque chose. Les premières entreprises, elles ne cherchaient pas à gagner de l'argent. Les premières entreprises, moi j'aime beaucoup la comparaison avec la cathédrale. On construisait des cathédrales. Les manufactures de Colbert, c'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour magnifier le travail des artisans en France. Et dans un passé très très récent, les plus grandes entreprises aujourd'hui, c'était des rêves au départ. Facebook, c'était pas pour devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. C'était un étudiant qui avait pas d'amis et qui voulait être ami avec la terre entière. Airbnb, c'était deux jeunes qui avaient envie de voyager. Ça s'appelait du sofa travel, enfin qui voulaient partager des canapés sur la terre entière. Et vous voyez ce que c'est devenu. Alors après, on me dit oui, mais ça c'est. Je dis. Prenez des Lafarge, moi les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, Lafarge, ok on fait du ciment, mais c'est pas ça que Lafarge fait. Lafarge il construit le monde. Un autre exemple, Essilor, il fabrique pas des lunettes, il aide à mieux voir le monde. Donc c'est justement essayer de comprendre, et le rôle du DRH c'est effectivement de magnifier pour donner du sens et embarquer et de faire que on a envie d'aller au travail parce qu'on a envie, comme quand on va faire un match de foot, on adore ses coéquipiers et on a envie de gagner avec eux. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis que le rôle des DRH, il est essentiel et il est magnifique. C'est le plus beau rôle de l'entreprise, pour moi. On est parti des DRH, on est passé par Facebook, on a revu Lafarge, j'adore. Et c'est vrai que ce sens-là, le sens qu'on arrive à donner au travail, le sens du travail collectif, et vous l'avez dit, c'est vrai que cette crise du Covid, là, pour le coup, elle a un peu explosé ce sentiment de travailler tous ensemble à une cause commune, puisque chacun travaille de chez soi, de son salon. Ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet là autour. Je reprends encore une expression qui m'a vraiment sonné lorsque on a préparé ce podcast. C'est vous évoquez le tas d'or sur lequel l'entreprise est assise. Qu'est-ce que vous entendez par ce tas d'or ? Pour moi, la première richesse de l'entreprise, c'est les hommes et les femmes qui la composent. C'est pas ses usines, c'est pas ses actifs, c'est pas l'argent qu'elle a sur son compte en banque. Si les hommes disparaissent, il n'y a plus rien. Si les usines sont brûlées, on les reconstruit. Si l'argent il disparaît, on va en gagner d'autres. Mais si les hommes disparaissent, il n'y a plus d'entreprise. Donc le tas d'or, il est là. Et aujourd'hui, ce qui me désole et ce qui fait que j'ai écrit ces livres, que j'ai créé Todd, c'est quand on regarde des statistiques aujourd'hui, et encore, je parle de statistiques d'il y a 1 an et demi, le désengagement,
l'ennui au travail, la souffrance au travail. Il y a un gâchis énorme de talent. Et c'est des euros derrière, c'est de la richesse qu'on est en train de gâcher. Il faut réenchanter l'entreprise, aller chercher cette richesse. Il y a une énergie humaine énorme qui est insoupçonnée et qu'il faut aller chercher pour relancer, répondre à cette quête de sens, redonner de la valeur et la vraie valeur au travail et aux entreprises. Il y a un DRH d'une grande banque française, j'ai oublié le nom, mais qui parlait justement de ce capital humain. Et moi, j'aime beaucoup, je parle de cette richesse qu'est ce capital humain. Il parlait du vivant dans l'entreprise. C'est ce vivant-là qui est en effet un capital extraordinaire, avec un DRH qui est là justement pour magnifier tout ça. Bon, parfois, il doit faire des équilibres, ce DRH. Il n'a pas une fonction toujours facile, mais en effet... Voilà. Mais vous parlez du vivant, c'est superbe de parler du vivant. Mais justement, le problème, c'est que ce vivant, il est malade. Il souffre et même, il est en train de plus vivre. Il se replie sur lui-même et il est en train de mourir. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'un des slogans de Todd, c'est « Faites battre le cœur de votre entreprise ». Et pour faire battre le cœur de l'entreprise, faut faire battre le cœur des hommes et des femmes qui y sont. Donc le vivant, c'est exactement ça. Et la problématique, c'est que donc avant le Covid, avec la digitalisation à outrance, on a transformé les hommes en machines, en robots, donc en choses non vivantes. Donc rappelons que ce qui fait la force de l'entreprise, sa richesse, son tas d'or, c'est justement le fait que les hommes sont vivants. Donc permettons-leur de vivre leur vie à 100%. Et en effet, il n'y a que ce qui est vivant qui peut être malade. Alors justement, parlez-nous de Todd. C'est quoi Todd ? Ça vient d'où ? Ça apporte quoi ? Alors Todd, ça vient de tout le parcours là qu'on a décrit, sur le fait que moi, ce qui m'anime, c'est de faire vivre les organisations, c'est d'embarquer, et c'est justement de faire que les hommes et les femmes puissent s'engager dans l'entreprise. Et ce que moi j'ai pu incarner et vivre en tant que manager, ça m'a conduit à écrire le livre et ça m'a également derrière conduit à créer Todd pour justement aider les entreprises, donner les outils que moi j'ai pu faire de façon un peu inconsciente. C'est pas naturellement j'étais comme ça, peut-être parce que j'étais une femme, sûrement parce que je suis toujours d'ailleurs la mère de 4 enfants, que j'ai envie de les porter le plus haut possible. Je dis c'est pas possible. Je veux offrir une autre entreprise au monde moderne à mes enfants, une entreprise qui fasse envie. Une entreprise qui donne du sens, une entreprise qui s'appuie sur l'humanité et sur ce vivant, ce qui fait que l'homme peut l'impossible alors que la machine, elle pourra jamais l'impossible. Et du coup, l'origine de Todd, c'est comment on peut aider, donner les outils à l'entreprise, et c'est pour ça que je magnifie le rôle du DRH. Je lui permets, grâce à ce qu'on fait, d'avoir les méthodes, les approches et les outils pour accompagner les managers dans leur management, c'est-à-dire dans la révélation de ce capital humain. Donc en fait, on fait 2 choses. On a des outils de profiling qui permettent de modéliser les comportements humains, mais surtout d'aller chercher ce qui va faire que vous allez avoir envie de mettre toutes vos compétences, toute votre expérience au service du projet. En fait, on va identifier ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que vous êtes humain, ce qui fait que vous êtes unique et qui fait toute votre force. Et ça, on va le mettre en parallèle des enjeux réels de l'entreprise. Et on va faire naître des synchronicités entre ce que vous êtes et ce que l'entreprise, on va mettre en face la bonne dynamique pour faire naître de la performance en mettant les bonnes personnes au bon endroit, c'est-à-dire là où on va aller tirer sur vos codes sensibles, celles où vous serez les meilleurs. Et donc voilà ce qu'on fait chez Todd. On a des outils pour mettre en lumière le capital humain et donner les clés aux managers pour aller le mobiliser. Ça sert à rien c'est pas suffisant de savoir que vous seriez génial dans la conception d'un projet. Si le projet qu'on vous donne à faire, il est déjà tout conçu et qu'il faut simplement le mettre en musique. C'est pas vous, ça. Voilà. Et ensuite, derrière, on va plus loin puisqu'on va faire une combinaison des talents et des dynamiques individuelles pour relancer les dynamiques collectives. Et ce que j'expliquais, c'est vraiment la notion du sport collectif où, en fait, l'équipe qui gagne, c'est pas celle qui a les meilleures compétences. Les compétences d'une équipe de foot, c'est tous les mêmes. C'est celle qui a envie de gagner, qui partage des valeurs et qui sait où elle va. Voilà ce qu'on fait chez Todd. C'est marrant, pour reprendre l'exemple de ce que vous dites sur le foot, j'écoutais un témoignage d'un des champions du monde de 98 et ils ont eu une épopée après au championnat d'Europe et après ça s'est arrêté. Il a dit on n'avait plus l'envie. On était les mêmes, on n'avait plus envie, on avait plus cette envie justement de gagner qui rejoint ce que vous dites. Et Todd, donc c'est dans
et le recrutement et aussi les évolutions internes. Alors, c'est tout au long en fait, l'idée de pouvoir modéliser et de rendre visible l'invisible, c'est-à-dire de rendre visible ce qui fait qu'est-ce qui va vous donner envie, qu'est-ce qui vibre en vous, pour donner en fait les moyens à l'entreprise justement de faire vibrer, de faire rentrer en résonance. Si on fait mes souvenirs de physique, c'est de faire rentrer en résonance vos longueurs d'onde et les longueurs d'onde du projet de l'entreprise. Et donc, on va l'adapter au recrutement, et nous, on va être capable de garantir le succès des recrutements en alignant non pas des CV dans des cases, le problème c'est qu'on enferme les gens dans des cases en fonction de ce qui est écrit dans leur CV, mais en faisant résonner vos aspirations, vos valeurs, ce qui vous anime avec ce qu'on va attendre d'un poste. Donc en fait, on va faire du profiling conjoint et synchrone entre ce que vous êtes, ce que vous avez envie de faire, et ce qui va faire que vous allez mettre effectivement vos compétences. On en a besoin des compétences, mais comme disait le champion de football, ça sert à rien d'être le meilleur si on n'a pas envie de s'engager dans le match. Donc voilà, donc nous, on va, grâce à nos outils, garantir le succès du recrutement. Et garantir le succès du recrutement, c'est pas la signature du contrat. Nous, on appelle un recrutement réussi quand, en fait, le candidat, une fois qu'il est dans l'entreprise, s'engage et que l'engagement y dure parce que, justement, on le valorise pour ce qu'il est. Donc, en fait, nous, on se projette immédiatement dans la valorisation du futur embauché et pas dans la signature du contrat de travail. Donc ça, c'est au niveau du recrutement. Et ce que je vous explique au niveau du recrutement, ça se fait à toute étape, en staffing interne. Ça se fait dans la constitution des équipes. Donc on va intervenir sur toute la gestion des parcours professionnels pour faire qu'à chaque moment du parcours, le salarié, le candidat est au bon endroit. Et le bon endroit, ça change en fonction du contexte, ça change en fonction de votre vie, ça change en fonction de vos attentes. Et derrière, on va donner les clés au manager pour à chaque fois mobiliser tout l'engagement de son équipe, l'alerter sur quelqu'un qui va pas bien, parce que de temps en temps, ça se voit pas. Et en plus, quand on était à distance, ça se voyait pas du tout. Donc, les fameux risques psychosociaux et cette souffrance au travail qui maintenant est assez générale. Alors, on parle de bien-être, mais nous, on va travailler sur le bien-être au sens où on va aller d'abord alerter et surtout, on va donner les clés pour qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est bien dans l'entreprise. C'est qu'il est valorisé pour ce qu'il est, qu'il s'épanouit et que justement, il exprime son potentiel. Les gens qui sont pas bien, c'est qu'ils trouvent pas de sens, mais surtout, ils ne sont pas valorisés pour ce qu'ils sont. Et il y a un décalage entre ce qu'ils attendent, ce pourquoi ils sont prêts à se battre et ce qu'on leur demande de faire. Alors après, je ne parle pas non plus des managers, des managements inappropriés, voilà. Mais rien que même un manager qui veut bien faire, et ben de temps en temps, il ne fait pas bien parce qu'en fait, il n'a pas compris ce qu'attendait son collaborateur. Ce qui me parle dans ce que vous dites, c'est que quand vous parlez de bien-être, de qualité de vie au travail, il y a toujours... pour moi, le mot central dans tout ça, c'est le travail. Bien-être au travail, qualité de vie au travail, c'est déjà quel travail fait la personne, à quoi il contribue, quel sentiment il a de faire un travail de qualité avec les outils, dans une organisation qui a du sens, etc. Et surtout un travail utile. Et les gens, ils veulent travailler. Quand j'entends dire les jeunes veulent plus s'engager, mais c'est pas vrai. Mais ils veulent pas s'engager pour n'importe quoi. Et ils veulent qu'on les reconnaisse, qu'on reconnaisse l'utilité de leur travail. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un DRH un jour qui m'a dit « Mais moi, je suis pas là pour rendre les gens heureux. » Il faisait référence à mon livre Happy Management. Je dis « Mais moi non plus. Je suis la pire capitaliste qui soit. Je vous donne les clés pour exploiter un capital que vous sous-exploitez. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant ça, non seulement vous n'aurez aucun problème avec les syndicats, mais en plus, les gens seront heureux. Mais c'est pas ça que je vise. Moi, je vise la performance de l'entreprise. Et la performance de l'entreprise, elle passe par justement permettre aux gens de vraiment travailler de façon utile et d'être reconnus pour l'apport qu'ils apportent dans le projet ou dans la croissance de l'entreprise. Alors, transition toute trouvée, ce livre, Happy Management, et ce management, cette notion de management par l'enthousiasme, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi le management par l'enthousiasme? Alors, l'enthousiasme, c'est vraiment l'embarquement. Alors, étymologiquement, on est habité par Dieu, c'est Entheus, voilà. Mais c'est vraiment l'idée d'embarquer les équipes, de donner du sens collectif, d'aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est vraiment la problématique essentielle, à mon avis, des entreprises. Retrouver l'engagement des équipes. Et derrière ce management par l'enthousiasme, il y a 3 piliers ou 3 invariants qui sont toujours les mêmes, qui sont le sens individuel que vous donnez au travail individuel. Mais ce sens n'a de sens que s'il est intégré dans un collectif, dans un partage de valeurs. Et puis, il y a une notion d'ambition. On donne du sens et on ne s'engage que pour quelque chose de grand.
Voilà. Et donc c'est vraiment ces trois piliers. Il faut donner du sens, il faut viser haut pour aller loin et être fier de ce qu'on fait et de le faire ensemble. Donc il y a vraiment une notion de collectif très importante. D'accord. Si on reprend un peu la vision et le sujet dont on parlait tout à l'heure sur les DRH, pour vous, les 3 sujets à enjeu qu'ils ont actuellement ou qu'ils vont avoir, c'est quoi les grands enjeux du métier de DRH aujourd'hui dans l'environnement qu'on connaît et pour les mois, voire années à venir? De façon basique, le DRH, comme je disais, il est là pour valoriser le capital, mais en gros, il est là pour faire en sorte qu'à chaque moment, l'entreprise a les talents dont elle a besoin pour mener ses projets, se développer et croître. Et donc derrière, ça se traduit par effectivement des problématiques d'acquisition de talents. Voilà, des problématiques, une fois que le talent il est là, il ne faut pas le gâcher. Donc de développement, de rétention, j'ai horreur de ces mots-là, mais effectivement, acquisition et rétention, ça paraît être les deux principaux enjeux du DRH. Mais si on les regarde comme acquisition et détention et rétention, le seul endroit où il y a de la rétention, c'est la prison. Donc, faut surtout pas les enfermer. Donc, l'idée, les enjeux, c'est comment je recrute de façon efficace, mais surtout, comment je donne du sens pour que, justement, les gens se développent et que ce capital humain, il soit de plus en plus fort et au service. Donc, si de façon un peu plus basique, les enjeux essentiels pour reconstruire le fameux new normal qui est à la mode aujourd'hui, c'est des enjeux de reconstruction d'équipe. Donc reconstruction, c'est-à-dire d'acquisition de nouveaux talents pour ceux qui ne voudront plus revenir parce qu'ils ne se retrouvent plus, parce qu'ils ont décidé d'aller faire autre chose et que la réflexion du Covid a conduit à se dire que finalement ce qu'ils faisaient avant, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils n'ont pas suffisamment de sens et que ce qu'ils acceptaient avant, ils sont plus près de l'accepter. Donc il y a des gens qui ne reviennent pas, dont acte, et vaut mieux d'ailleurs qu'ils ne reviennent pas. Parce que s'ils reviennent avec cette idée « je sers à rien », ils seront dans leur bureau et ça sera... l'entreprise va les payer, ils n'auront rien en retour. Et en plus, elle va les faire souffrir encore plus parce qu'ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes et même pour eux, c'est pas bon. Donc effectivement, il y a des enjeux de reconstruction d'équipe, mais l'enjeu essentiel, ça sera vraiment d'embarquement et d'engagement. Et l'engagement, c'est au niveau du recrutement, c'est au niveau du management. Il y a vraiment un enjeu de proposer une autre expérience collaborateur et qui sera basée sur la responsabilisation de la construction des parcours, de la co-construction des parcours entre le collaborateur et l'entreprise et de répondre à ce sens et à l'alignement de valeurs, mais ça nécessite une attention permanente et un autre regard sur les collaborateurs, bien au-delà de l'analyse de leurs expériences ou de leurs compétences. L'engagement collaborateur, vrai sujet, vraie thématique. Alors ça peut paraître un peu parfois poncif quand on en parle dans les RH. Les RH n'échappent pas à leurs termes, que tout le monde a. Moi j'y crois beaucoup à cet engagement collaborateur. Je crois que c'est vraiment ce qui arrive à faire la différence. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre vision de l'engagement collaborateur, sur peut-être ce que Todd peut apporter justement à l'engagement collaborateur. Pour moi, l'engagement collaborateur, il est très simple. C'est-à-dire que la personne, elle s'engage, c'est-à-dire qu'elle mesure pas, elle calcule pas, elle donne tout ce qu'elle a envie de donner, tout ce qu'elle peut, c'est même pas qu'elle a envie, tout ce qu'elle peut donner, si je reprends l'exemple de l'équipe de foot, celui qui a envie de gagner, il va pas écouter qu'il a mal aux pieds, que il pleut, que il veut pas tomber, il y a de la boue, ça va glisser, qui se donne à fond, mais surtout que le contexte, que l'environnement aussi bien managérial que économique ou même que les bureaux lui donnent tous les moyens d'exprimer tout son potentiel, d'aller au maximum de lui-même. Donc pour moi, l'engagement, c'est ça, c'est quelqu'un qui va tout donner, ce qu'il peut donner, mais qu'il ait envie de le faire. Donc pour moi, c'est absolument essentiel. Et effectivement, comment Todd on le fait de façon, comment on aide à le faire, parce c'est pas nous qui nous engageons à la place des gens, mais en fait, en allant grâce aux neurosciences et à des recherches sur de la psychologie comportementale et des neurosciences, en allant chercher les modes de fonctionnement qui permettent justement de libérer ce potentiel et d'en donner les clés à l'entreprise pour que cet engagement il soit en fait naturel. Il n'est pas forcé, on ne peut pas forcer les gens à s'engager. Et donc, par contre, si on le met au bon endroit parce qu'on a compris quelles étaient ses vraies attentes profondes et qu'on sait y répondre et qu'on sait l'écouter,
et qu'on sait le valoriser pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit, et qu'on cherche pas à l'enfermer dans une case, et qu'on cherche pas à le retenir comme dans une prison, l'engagement, naturellement, il sera là. Mais c'est une attitude de tous les jours, de tous les moments, pour être sûr d'être à l'écoute, et c'est un autre regard. J'ai horreur de ce mot-là, mais quand on le prend au premier terme, c'est le bon mot, c'est de la bienveillance, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller chercher le meilleur et de viser la valorisation du collaborateur avant de regarder combien ça coûte. Le mot ressources humaines, c'est pour ça que le directeur des ressources humaines, une ressource, c'est affreux. Une ressource, ça s'épuise et ça se jette quand il n'y en a plus. C'est dramatique. Et pour autant, j'ai jamais réussi à trouver d'autres termes qui correspondent. Alors, je sais pas si vous avez... c'est directeur des hommes. J'aime beaucoup le mot en anglais. De plus en plus, on a des DG people et culture. Mais c'est vraiment ça. C'est le directeur des hommes. C'est génial. Et c'est pour ça que c'est aussi le manager. Ça doit vraiment être le bras droit du manager, parce que le manager, c'est celui qui embarque. Oui. Mais parce que richesse humaine, ça fait un peu neuneux. Je suis d'accord. Richesse humaine, c'est un peu... Bon, on a trouvé autre chose pour garder l'air. Donc, directeur du capital humain, dire que c'est un capital, c'est des valeurs, c'est ce à quoi on croit le plus. Enfin, c'est des richesses, mais c'est vraiment ou directeur des valeurs humaines. C'est pour ça que people et culture, c'est pas mal, ou capital humain, ou voilà. Mais parce que directeur des ressources humaines, bon. C'est vrai que la ressource s'épuise, la ressource... Mais oui, puis dire que c'est une ressource, comparer des gens à des ressources. Mais malheureusement, c'est encore le cas dans beaucoup d'endroits. Pourquoi c'est le directeur des ressources humaines ? Parce que les ressources humaines sont regardées comme des coûts financiers. Oui. Et même dans la comptabilité, dans les bilans. Ce qui est complètement fou. Il n'y a qu'une seule industrie qui valorise le capital humain. Mais qui valorise au sens comptable. C'est au capital, c'est au bilan de l'entreprise. Il n'y en a qu'une. Et c'est ? Le foot. Les contrats des joueurs, on achète un joueur, on achète un actif. Il est au bilan du club. Et c'est les seuls. J'adore. Et vous avez tout à fait raison. Voilà. D'ailleurs, souvent, la crise Covid amène des clubs qui ont des joueurs peu valorisés et valorisables. Eux, ils ont un vrai problème. Ceux qui ont des joueurs bien valorisés, en effet, c'est un actif. C'est un actif. Et eux, et qu'on soigne. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Comptablement, voilà. Mais tout est fait aussi bien dans les organigrammes pour faire que l'homme soit pas un homme mais une machine ou une ressource. Voilà. Donc le DRH, il doit être là pour transformer les choses. C'est ça que je parle de magnifier le rôle du DRH, c'est de reprendre la place qu'il aurait toujours dû avoir. C'était presque mieux directeur du personnel. Au départ, c'était directeur du personnel. Ouais. On s'occupe des personnes. C'est ça, directeur du personnel. On leur parle, on s'intéresse à eux. On les met pas dans une case et dans un ordinateur. Et ressources humaines, c'est arrivé, je crois, dans les années 80 ou 90. On a voulu, en effet... et moi, j'ai connu une époque en tant que DRH où les financiers, souvent, disaient « Ah, mais les RH, toi, t'es un centre de coûts. » Centre de coûts, voilà. Et ça, ça rejoint... C'est affreux. Effectivement, donc si on le dit autrement, c'est exactement ça. Il faut que le DRH devienne plus un gestionnaire de coûts, mais un valorisateur de talent. Enfin, que c'est un centre de profit. Et c'est de l'investissement et ça rapporte à l'entreprise. Exactement. Et quand vous tenez ce discours auprès des DRH, vous sentez qu'aujourd'hui, les DRH actuellement ont bien cette position-là, cette vision. C'est compliqué pour eux aujourd'hui ? C'est très compliqué pour eux et j'allais vous dire que le positionnement du DRH relève du patron. Si le patron ne partage pas cette vision-là, le DRH, il aura beau... Nous, on en rencontre beaucoup des DRH. Ils adorent discuter avec nous et ce qu'on présente, ils ne peuvent qu'être d'accord. Mais ensuite, il y a la réalité du management de l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est là que ça peut coincer. Et c'est là où c'est plus compliqué. Et c'est là où Mais je ne donnerai aucun nom. Bien sûr, je vous en demande pas. Mais c'est là où, et l'autre jour sur un podcast avec un autre invité, on a échangé sur l'alignement du poste de DG et du poste de DRH, qui est peut-être encore plus important que dans d'autres fonctions. Ah ben complètement. Et là, c'est vrai que s'il y a un désalignement, il peut y avoir problème. Ok, écoutez Gaëlle, moi vraiment je suis ravi de ces échanges et de tout ce que vous avez pu nous apporter. Est-ce que vous avez encore d'autres choses à nous dire sur ce métier de DRH ? Peut-être juste, métier de DRH et crise Covid,
comme ça ce que vous constatez là aujourd'hui ou peut-être dans ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir? Alors, au départ de la crise Covid, nous, on a fait au tout début, on rendait hommage aux soignants, on les applaudissait dans la rue. Nous, on a fait un webinar, on a rendu hommage aux DRH. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont tout géré, qui ont porté à bout de bras, qui sont allés vérifier que les gens allaient bien, dans la mesure du possible. Ils l'ont pas tous fait, mais il y en a un certain nombre qui l'ont fait. Et on leur a demandé tout et n'importe quoi, et on a oublié que c'était eux qui étaient derrière. Et voilà. Donc effectivement, et aujourd'hui, je pense que c'est encore plus à eux, mais malheureusement, tout le monde ne fait pas appel à eux, pour relancer, pour redynamiser, pour redonner du sens. C'est une opportunité unique de transformer la fonction RH aujourd'hui. Et je pense que les DRH doivent prendre le pouvoir. Voilà. Prendre le pouvoir pour être vraiment les bras droits des CEO, des patrons. C'est un moment unique pour effectivement, comme on dit en anglais, walk the talk, passer des paroles aux actes. Le nombre d'entreprises aujourd'hui qui se disent à mission, à raison d'être et qui vont embarquer les hommes, mais allez-y, embarquez les hommes, mettez l'homme au cœur de l'entreprise. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de dire ça à ceux qui se mettent entreprise à mission. Une entreprise qui n'a pas de mission, c'est pas une entreprise. Voilà, ça c'est ma vision sur l'entreprise à mission. Ouais, vous m'amenez sur un sujet, on va arrêter après, mais cette fameuse raison d'être, je crois que c'est Brice Rocher qui parle du côté people et de la raison d'en être. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cet alignement et ce sens que les équipes vont avoir dans le projet. Voilà, bon, on pourrait continuer des heures, mais merci beaucoup. Alors, juste, j'ai toujours mes deux petites questions pour terminer cet échange passionnant. La première, c'est si vous aviez un conseil à donner à la jeune Gaëlle de 25 ans qui commence dans la vie professionnelle, quel serait ce conseil? Moi, je donne toujours le même aux jeunes qui me le demandent aujourd'hui. Soyez vous-même. Cherchez pas et vraiment assumez qui vous êtes, soyez vous-même et n'essayez pas de rentrer dans les cases dans lesquelles on va vouloir vous forcer. Parce que, ok, vous aurez des beaux postes, mais à 40 ans, à 50 ans, vous vous demanderez ce que vous avez fait. Soyez vous-même, croyez dans vos rêves et soyez libre. C'est vraiment ce que je dis à tous les jeunes qui me demandent un conseil. Être soi-même. On n'est jamais meilleur que quand on est soi-même. Et parfois, ça prend presque une vie pour arriver à comprendre tout ça et à être vraiment soi-même. Ça peut paraître simple, ce que vous dites, mais c'est à la fois simple et compliqué. Et en effet, arriver à être soi-même, et comme par hasard après, on vit différemment sa vie professionnelle et on est beaucoup plus épanoui. Dernière question, Gaëlle. Imaginez, vous partez sur une île déserte, vous pouvez emmener un livre et un objet. Quel est ce livre et quel est l'objet ? Le livre, moi j'emmène Le Petit Prince. Je trouve qu'il y a il y a une réflexion sur la vie, sur plein de choses qui est extraordinaire. On s'en lasse jamais. Et l'objet, ce sera un crayon et du papier si je peux en avoir un deuxième, sinon Allez, c'est bon. Allez, j'écrirai sur les pages du livre. Voilà. Eh bien, on va rester sur cette magnifique image de vous en train d'écrire sur la plage. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était vraiment passionnant. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.